Ils veulent mettre l'ONU à genoux, pas avec des chars, pas avec des missiles, mais avec une chose beaucoup plus silencieuse, l'argent. Et ce qui est terrifiant, c'est que ça ne ressemble même pas à une crise accidentelle, ça ressemble à une procédure, une stratégie, une coupure nette. Dans le document, un détail revient comme une lame. Certaines lignes budgétaires sont littéralement « zeroed out ». Et pendant que le monde imagine des débats interminables à New York, l'ONU se retrouve piégée dans un mécanisme que Guterres appelle un cycle kafkaïen, où l'organisation doit rendre des crédits pour de l'argent qu'elle n'a jamais encaissé. Vous pensez que c'est loin de vous? Attendez. Quand une machine comme l'ONU perd sa liquidité, ce ne sont pas des discours qui disparaissent en premier. Ce sont des opérations sur le terrain, des soldats non payés, des cliniques qui ferment, des enquêtes qui s'arrêtent. Et voici le chiffre qui change tout. Les États-Unis pèseraient environ 95% de l'argent dû à l'ONU. Alors la vraie question devient simple. Est-ce une négociation ou un compte à rebours? Ce qui s'est passé sur le papier est presque trop gros pour paraître réel. Dans la proposition de budget FREC 26, l'administration vise directement les comptes qui maintiennent l'ONU debout. Le document parle d'un choix radical. Le compte « Contribution for International Peacekeeping Activities », financé à 1,2 milliard de dollars en FREC 25, est tout simplement éliminé. Zéro. Plus rien. Et en parallèle, le compte « Contribution to International Organizations » subit une réduction de 83%, passant de 1,54 milliard à un peu moins de 264 millions. Mais voilà le piège. C'est pas juste moins d'argent. C'est une reconfiguration du système. Le budget régulier de l'ONU est explicitement « zeroed out », pendant que d'autres structures sont préservées uniquement si elles servent des intérêts précis, comme l'OTAN ou des agences techniques. Alors posez-vous une question simple. Quand on coupe les fondations, mais qu'on garde quelques pièces au-dessus, est-ce encore un retrait ou une prise de contrôle silencieuse? D'accord. Et maintenant, on arrive au premier choc de preuve. Le document ne décrit pas seulement une réduction. Il décrit une mécanique qui transforme l'ONU en organisme sous perfusion, incapable de respirer sans liquidité. Parce que pendant que ces lignes sont zeroed out, l'ONU est déjà coincée dans un engrenage que Guterres qualifie de « cycle kafkaïen ». Voici le principe et il est presque absurde. Les règles financières exigent que l'argent non dépensé du budget régulier soit rendu aux États membres sous forme de crédit, même si cet argent n'a jamais été encaissé à cause des non-paiements. Donc, l'ONU doit légalement rembourser du cash qui n'existe pas. Et en janvier 2026, le document mentionne un chiffre brutal. 227 millions de dollars ont dû être retournés en crédit. Un haut responsable explique que le budget régulier de 3,5 milliards pour 2026 était déjà court d'environ 300 millions à cause de ces déductions. Maintenant, notissez ce qui manque. Personne ne dit que l'ONU a une réserve infinie pour absorber ça. Au contraire, le texte insiste sur un point glaçant. Sans paiement, l'organisation ne peut pas fonctionner au-delà de juillet 2026. Et si vous vous demandez comment une institution mondiale peut tomber à cause d'une règle comptable, attendez la suite. Et c'est là que l'histoire s'accélère. Parce qu'une crise financière, normalement, c'est lent. Ça traîne, ça se négocie, on repousse les échéances, on trouve un compromis. Mais ici, le document décrit autre chose, une machine qui se vide et qui ne peut plus se remplir assez vite. Avant, l'ONU pouvait encore survivre en jonglant avec ses réserves, en empruntant en interne, en comblant temporairement les trous. Sauf que cette fois, le texte est clair. Ces réserves ont été épuisées. Et sans ce coussin, chaque mois devient une perte nette. Maintenant, watch how fast this escalates. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus de liquidité, vous ne réduisez pas l'activité. Vous commencez à couper dans l'essentiel, les salaires, les contrats, les opérations, la logistique. Et c'est comme ça que quelque chose d'anormal devient normalisé. Ce qui devait être une discussion politique devient une impossibilité mathématique. Exécuter un budget avec de l'argent non collecté, puis rendre des crédits sur cet argent fantôme. Et à ce moment-là, l'ONU ne parle plus de réforme, elle parle de survie. Maintenant, voici la preuve qui rend cette crise presque impossible à ignorer. Le document décrit un déséquilibre tellement massif qu'il change la nature du rapport de force.
Selon le texte, les États-Unis représenteraient environ 95% de tout l'argent dû à l'ONU et les arriérés américains seraient estimés à environ 4,5 milliards de dollars, dont plus de 2,19 milliards pour le budget régulier et 1,94 milliard pour les opérations de maintien de la paix. Et là, la contradiction devient visible. Parce qu'on parle souvent de membres en retard de paiement comme si tout le monde était dans le même panier. Sauf que le document précise que le deuxième plus gros débiteur, le Venezuela, doit environ 38 millions. Pas 3 milliards, pas 4 milliards, 38 millions, une fraction. Et pendant ce temps, 151 États membres auraient payé leur contribution au budget régulier en totalité. Donc, même si une immense majorité respecte les règles, ça ne suffit pas à combler le vide créé par un seul acteur. Voici pourquoi ce détail change tout. Sans quitter officiellement la charte, un pays peut paralyser l'institution juste en arrêtant d'alimenter le système. Pas besoin de déclarations spectaculaires, pas besoin de rupture diplomatique. Il suffit de laisser la trésorerie mourir. Et maintenant, la question devient inquiétante. Si ce levier existe, qui l'utilise vraiment? Et jusqu'où? Et maintenant, on arrive à la mini-crise qui se déroule loin des caméras, mais qui frappe directement sur le terrain. Parce que dans le document, la coupe n'est pas théorique, elle devient opérationnelle. Le compte de maintien de la paix est non seulement réduit, il est pratiquement remplacé. La proposition parle de le rebaptiser en National Security Engagement Account et de le ramener à 30 millions de dollars. Et ce montant, selon le texte, serait limité à des missions non ONU, comme la force multinationale dans le Sinaï. Mais pendant ce temps, les missions de l'ONU, elles, dépendent d'un financement stable. Et quand ce financement s'effondre, il y a une conséquence immédiate. L'ONU ne peut plus payer les pays qui fournissent les troupes. Le document évoque déjà des mesures d'urgence, une demande de rapatriement de 25% du personnel en uniforme et une réduction de 15% des dépenses sur toutes les missions. Donc, on a 3 éléments qui s'empilent vite. Moins de cash, moins de troupes, moins de capacité logistique. Et quand ça arrive dans des zones déjà instables, le vide se crée en quelques semaines, pas en quelques années. Alors, la vraie question est simple. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, on passe à l'impact humain, celui que personne ne ressent à Washington, mais que vous ressentez dans la vraie vie. Parce que quand ces coupes tombent, ce ne sont pas des programmes abstraits qui disparaissent, ce sont des chaînes logistiques, des vaccins, de la nourriture, des cliniques, des enquêtes. Et le document donne des exemples concrets. Il dit que le financement de la santé mondiale serait réduit de 62%, passant de 10 milliards à 3,8 milliards. Il mentionne aussi l'élimination des allocations pour des partenariats majeurs comme le Global Fund et Gavi. Et quand ces structures perdent leur flux, ce n'est pas un débat idéologique. C'est une rupture de prévention. Sur la nourriture, le texte explique que Food for Peace, un programme de 2 milliards de dollars, serait supprimé. Et derrière ce nom, il y a une réalité brutale. Des rations qui baissent déjà, notamment pour des réfugiés fuyant la guerre au Soudan. Et ce n'est pas tout. Le document affirme que UN Women a dû fermer des cliniques mère-bébé en Afghanistan, faute de financement. Si ça vous semble familier, dites-le en commentaire. Parce que ce que vous voyez ici, c'est une crise globale, qui finit toujours par arriver jusqu'aux gens ordinaires. Et voici la partie qui rend cette histoire plus dangereuse que ce que les gros titres laissent entendre. Le document ne parle pas seulement de budget, il décrit un changement de logique, un basculement d'un système basé sur des obligations vers un système basé sur le choix. Normalement, les contributions au budget régulier et au maintien de la paix sont des assessed contributions, des paiements obligatoires ancrés dans la charte de l'ONU, un traité ratifié. Mais la proposition FY26 tente de contourner cette architecture en créant un nouveau pot, l'America First Opportunities Fund, à 2,9 milliards de dollars. Et l'idée, selon le texte, est simple. Financer les priorités internationales uniquement si elles sont approuvées par la Maison-Blanche. Donc on ne parle plus d'un pays qui participe à un système. On parle d'un pays qui veut décider, au cas par cas, ce qui mérite d'exister. Et c'est ça, le mécanisme. Quand le financement devient discrétionnaire, l'institution devient dépendante. Et quand elle devient dépendante, elle devient négociable. Chaque mission, chaque enquête, chaque programme humanitaire se transforme en monnaie d'échange. Ce n'est pas juste une réduction,
c'est une reprogrammation du pouvoir. Et si cette logique s'installe, la suite n'est pas une question de si, mais de qui sera le prochain à tomber. Et maintenant, regardons la trajectoire. Pas dans 10 ans, dans les prochains mois. Le document décrit un système qui arrive à un point de bascule. Parce que d'un côté, l'ONU parle d'un horizon clair. Sans liquidité, elle ne peut pas fonctionner au-delà de juillet 2026. Et de l'autre, la dynamique américaine pousse vers un monde où les contributions obligatoires sont remplacées par des fonds conditionnels. Alors, il y a deux chemins possibles. Premier chemin, un retour partiel. Une intervention politique, peut-être via le Congrès, qui restaure des paiements et empêche l'effondrement immédiat. Mais même dans ce scénario, le document montre que le problème n'est pas réglé. La règle des crédits non collectés, ce cycle kafkaïen, continuerait à ronger la trésorerie tant qu'il n'est pas réformé. Deuxième chemin, la rupture assumée. Les comptes restent zéro et out, les arriérés s'accumulent et l'ONU se retrouve forcée de couper encore plus profondément. Et là, le danger n'est pas seulement financier, c'est un effet domino. Moins de missions, moins de surveillance, moins de médiation, plus de vide. Et la sensation la plus inquiétante, c'est que la prochaine décision est déjà en train de se former, même si personne ne l'annonce encore. Au fond, cette histoire tient en une seule phrase. Quand on coupe le financement, on coupe le monde. Le document montre une ONU coincée entre deux forces, un mécanisme financier kafkaïen qui vide sa trésorerie et une stratégie qui zéro et out les comptes essentiels, comme si l'institution pouvait survivre sans fondation. Et quand une organisation mondiale n'a plus de liquidité, elle ne ralentit pas, elle s'arrête. Ce qui rend tout ça encore plus lourd, c'est le signal envoyé. Les obligations deviennent optionnelles et le pouvoir se déplace vers celui qui contrôle le robinet. Pas par vote, pas par débat, par défaut. Et maintenant, la vraie question n'est plus seulement l'ONU peut-elle tenir? La question c'est quel type de monde apparaît quand ce système s'effondre et qui écrit les règles à sa place? Si vous voulez que je continue à décoder ce qui se prépare ensuite, abonnez-vous, parce que la prochaine étape ne sera pas annoncée comme une crise, elle arrivera comme une évidence.